notre sujet du jour, c'est effectivement, on va parler un petit peu de l'organisation et de la gestion de l'outbound et des lead inbound au final, parce que les relations sales market, elles sont toujours un petit peu complexes autour de ça. Et du coup, pour résoudre justement ces frictions-là, il y a de plus en plus de CMO, de responsables marketing, qui cherchent à intégrer des BDR, des SDR dans leurs équipes pour pouvoir traiter tout ça. Justement, Alexandre, donc on est aujourd'hui avec Alexandre Diard, qui est CMO chez PeopleSphere, qui a été même plus loin que ça, parce que toi, tu as carrément même le call, et donc tu vas nous présenter un petit peu comment tu as organisé tout ça. Déjà, merci d'être venu. Du coup, Alexandre, est-ce que tu peux peut-être juste te représenter en quelques mots en introduction, s'il te plaît? Oui, donc effectivement, CMO chez PeopleSphere. PeopleSphere, on a une plateforme dans la HR Tech qui permet de connecter tous les logiciels RH entre eux. Et on a un store où on revend 70 éditeurs. Et avant ça, j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience en tant que commercial, DIRCO et directeur marketing. Yes. Du coup, ça a certainement aidé, en tout cas, on va dire, pour fluidifier les relations des équipes. Si tu as été effectivement du côté commercial, c'est pas anodin. Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je le disais en intro, toi, tu as fait le choix d'intégrer donc les activités de call et de warm calling aussi, du coup, au sein de l'équipe marketing. Est-ce que tu peux, juste avant de rentrer vraiment dans ce sujet-là, revenir sur la structuration de ton équipe et comment est-ce que, du coup, tu es arrivé à cette organisation-là? Ouais. Alors, je vais commencer par comment on y est arrivé. Ouais, Euh, Avant, PeopleSphere s'appelait Mon Portail RH. Et initialement, notre cible, c'était TPE-PME. On avait mis en place une stratégie inbound qui faisait qu'on générait 2500 leads par an. Et ça alimentait complètement le funnel des sales. Donc, on avait des sales qui ne prospectaient pas et qui étaient 100% alimentés par l'inbound. Sauf que 2500 leads pour 4 sales, et en fait, ils étaient submergés, ils étaient maltraités. Donc, soit ils passaient du temps pour qualifier, soit ils passaient du temps pour closer, mais ils n'arrivaient pas à faire les deux. C'est à ce moment-là que j'ai mis en place un SDR. Alors, chacun a un petit peu sa définition. Chez moi, le SDR, c'est celui qui va traiter les leads qui viennent du market. Et donc, c'est moi qui ai mis cette première personne pour filtrer finalement tout ce qu'on envoyait aux commerciaux. Et progressivement, ce SDR est venu à faire vraiment de l'ultra qualification. Ça veut dire qu'il faisait même 2-3 rendez-vous avant de l'envoyer au commercial. Donc, ça veut dire qu'au commercial, on lui envoyait pas un lead, on lui envoyait vraiment une opportunité ultra qualifiée par le marketing, ok. avec une qualif d'un format A4, les calls enregistrés. Donc le sales, quand il récupérait l'opportunité, il avait vraiment de la matière. Ensuite, la société, il y a eu un pivot. Alors, ce SDR, quand il avait un peu de temps libre, il commençait un peu à prospecter. Voilà, Ok. c'est un peu comme ça. Ensuite, la société a pivoté. On est passé de Mon Portail RH à PeopleSphere. On a changé de target des TPE, PME. On est passé sur les ETI. Donc, on passe à peu près de 100 000 boîtes en cible à 6 000. Et donc là, mécaniquement, on a toujours l'inbound qui fonctionne. Mais l'inbound me ramène maintenant toujours beaucoup de boîtes, mais les petites, qui m'intéressent plus. Et donc, de là, je me dis, en fait, il faut aussi qu'on aille chasser. Et donc, c'est comme ça que d'une équipe uniquement marketing dit classique, j'ai monté une équipe BDR, où dedans, en premier, j'avais mon SDR qui faisait SDR, BDR. Donc, BDR, il allait plutôt faire du cold call. Et puis, j'ai monté cette équipe. Et donc, aujourd'hui, j'ai 6 personnes en BDR. Donc, j'ai un team lead qui a 5 personnes. Et l'équipe marketing dit classique, j'ai une team lead également et qui a également 5 personnes. Ok. Ouais, donc t'as vraiment, au final, tu as cette partie market un peu classique inbound, et donc tu as cette équipe à outbound qui est dans ton giron. Tu as dit un team lead, un SDR du coup qui va traiter les leads entrants, c'est ça, les leads inbound, Ouais. et puis la partie à outbound qui fait plus du cold call. Enfin, comment c'est réparti un petit peu du coup les missions dans cette Ouais. équipe? Dans cette équipe, donc finalement, le team lead qui fait aussi du call, hein. Donc sur 6, j'ai 5 personnes qui font de la prospection, uniquement de la prospection externe. Ok. Et quand je dis de la prospection, dans beaucoup de boîtes, ceux qui font de la prospection, ils décrochent un rendez-vous, ils envoient le rendez-vous au sales. Ouais. Là, non, en fait, ils font le rendez-vous et ils font même, comme fait le SDR, ils font 2-3 rendez-vous pour ultra qualifier l'opportunité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 87% des opportunités qu'on envoie aux sales sont acceptées par les sales. Ok. Euh, et donc, ce qui est important, ça veut dire que quand le sales il voit qu'il y a quelque chose qui vient du market, en fait, il sait que c'est toujours ultra quali.
Et en réalité, comme lui, il chasse pas, dans tous les cas, il est content parce que sinon, il n'a rien. La réalité est là aussi. Donc, nos sales ne chassent pas. Ok. Ouais, du coup, au final, c'était un peu ça l'enjeu aussi. J'allais dire, moi, j'avais vécu un peu une situation similaire où on était sur. Donc, tu avais une équipe sales qui était très alimentée de lead inbound, donc qui n'avait pas l'habitude de chasser. Et donc, au final, quand vous avez dû changer un petit peu de dynamique et passer dans cette dynamique de prospection, de cold call, l'équipe sales que vous aviez en place, c'était pas les profils qu'il fallait pour chasser aussi. Et du coup, potentiellement, ils n'avaient Tout pas à fait. l'envie de le faire, et donc tu as récupéré naturellement, toi, cette partie-là. Exactement. Ils n'avaient pas l'envie. La compétence, on avait mis en place une formation, mais finalement, effectivement, il n'y avait pas l'envie. Ouais. Donc, c'était compliqué. Et c'est marrant, mais il y a 2 semaines, j'étais au CSOD de Franchise Digital, donc il y avait des DIRCO qui parlaient et qui expliquaient que sur les 10 dernières années, on l'a tous vu, hein, il y avait beaucoup de levées de fonds, il y avait beaucoup d'argent. Le marché était très acheteur. Donc finalement, les commerciaux des 10 dernières années ont très peu développé la compétence de prospection, hein, parce qu'il y avait de l'argent à mettre en market, Mm. donc il y avait des leads qui arrivaient. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes commerciales finalement où très peu savent et ont envie de prospecter. Et beaucoup, quand ils font des entretiens pour être un job de commercial, pardon, en fait, ils veulent pas prospecter. Ils le Ouais. disent. Ils disent, moi, je veux pas prospecter. Donc, bon. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que ça a été aussi facile pour moi de l'intégrer chez moi. Alors après, c'est facile pour moi de dire, OK, nous, on va le faire. Maintenant, il faut quand même pour trouver les profils et puis il faut les former et puis faut avoir des résultats. Ouais, bah justement, du coup, concrètement, comment elles sont construites et menées les activités d'outbound en termes de, j'allais dire, à la fois de process et d'outils, parce que du coup, toi, enfin, c'est beaucoup, on a parlé du call aussi. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu justement, donc, tu as dit qu'il y avait une personne qui était SDR, traitement des lead inbound, et puis au final, du coup, tu as, quand même plusieurs personnes qui sont sur la partie outbound, sachant que, bon, tu as parlé des ETI, donc c'est quand même un panier qui est étendue, mais assez limitée quand même au final en termes de volume. Comment elles sont organisées, structurées du coup ces campagnes d'outbound, enfin les activités de ton équipe? Ouais. Euh, alors, on a une stack qui est, nous, le cœur de notre stack, c'est HubSpot. Donc, utilisé aussi bien par le market que par les sales. Mais bon, je pense que d'autres outils pourraient très bien faire l'affaire. Euh, dessus, donc les BDR ont SalesNav de LinkedIn. C'est vraiment Mhm. leur outil sur lequel ils vont faire le mapping des comptes. Ils vont détecter les personnes clés à appeler. Après, ils ont des outils comme Full Enrich pour sortir les numéros de téléphone et les mails. Et ils vont connecter euh, Skip Call. Donc, c'est un outil qu'on vient d'intégrer là dans la stack qui permet de faire du multi-dialing. Donc, en fait, quand j'appelle, avant, ils appelaient depuis HubSpot directement pour enregistrer les calls. Maintenant, ils font 3 à 4 appels en parallèle. Et dès qu'il y a quelqu'un qui décroche, ça raccroche les autres, ce qui leur permet d'avoir quelqu'un au téléphone. Pourquoi ça c'est intéressant et c'est game changer? Parce qu'aujourd'hui, un BDR, dans mon équipe, il doit faire 50 appels par jour. 50 appels par jour, c'est-à-dire 50 numéros composés. Mais en vrai, il parle à 5, à 8 personnes si c'est une bonne journée. Le reste du temps, c'est de l'attente, de la messagerie et beaucoup de frustration pour lui. Et sur les 8 à qui il parle, bah, en plus, finalement, qu'il y en ait un qui dise OK pour un rendez-vous, les chances sont quand même minces. L'avantage des outils de multidialing, bah, c'est que finalement, en 2 heures, je vais peut-être faire 150 appels. Et je vais peut-être avoir 2 heures finalement effectives où je vais parler à des gens pendant 2 heures. Donc, pour la montée en compétence du BDR, bah, c'est important. Il entraîne son discours. Et puis, ça lui permet d'avoir plus de chances d'avoir des rendez-vous. Donc ça, c'est un petit peu la stack, comment elle est structurée. Euh, initialement, le BDR était 100% responsable de son activité et de l'enrichissement de ses contacts. Donc, ça veut dire que le team lead désignait euh, une centaine de comptes par BDR. Et puis Ok. le BDR devait faire son mapping, donc de nos personas, les enrichir, les mettre dans le CRM et les appeler. Depuis peu, on a le market qui vient à la rescousse pour voir comment un petit peu automatiser ça et se mettre dans une logique où finalement le market va décider quelles vont être les cibles à adresser par les BDR pour pouvoir être capable de faire des campagnes, par exemple par industrie, dire bah voilà, là on a un use case d'un de nos clients qui est top, du coup on va en profiter pour cibler cette industrie. Donc c'est le market qui va
aller bien mapper tous les comptes. En réalité, le marketing y arrive avec ses outils à 80%. Le BDR a quand même 20% pour s'assurer de la qualité, qui est pas trop dans la raquette. Et puis après, c'est le BDR qui passe les appels. Nous, moi, je suis pas partisan du warm calling, mailing, enfin, comment on appelle. Je pense que l'appel est vraiment important. Moi, je suis pro call calling. C'est bien d'envoyer des emails, mais je pense que tout le monde autour de la table reçoit beaucoup d'emails tous les jours. Je sais pas combien d'emails vous répondez quand vous êtes prospecté. Moi, jamais. Donc, alors qu'un appel, on reçoit aussi des appels, mais un appel un peu insistant, on se met à décrocher, et puis euh, voilà. Enfin, je sais que je décroche plus facilement que je ne réponds à des mails. Et finalement, on se rend compte que sur des C-level, comme en cible, ça fonctionne. Ça fonctionne sur des heures de repas, ça fonctionne vers 18h, quand il commence à être un petit peu hors réunion, ça fonctionne, quoi. Ok. Ouais, donc en fait, vous avez, de ce que tu dis, alors pardon, les BDR, ils ont une liste de 100 comptes, c'est quoi? C'est par trimestre? C'est sur quelle période? Non, en fait, ils ont 100 comptes. Et alors, on pourrait dire par trimestre, en fait, non, parce que sur l'année, ils vont faire le tour des 6000 boîtes. Hein. Ok. Donc, en fait, dès que la boîte. En fait, ce qui se passe, c'est que. Donc, on avait acheté une base Sirette, Mhm. nos 6000 comptes, comme ça, on met ça en CRM. On avait trié nos différents tiers. Et en fait, au fur et à mesure que les BDR font les échanges, ce que tu ne peux pas savoir par mail, c'est est-ce qu'ils sont équipés d'un de tes concurrents? Mhm. Est-ce que, si oui, tu essaies de savoir depuis à peu près combien de temps? C'est dans ton CRM, ça te permet de savoir, tu vois, nous, Le sur les contrats de 3 renouvellement. ans, généralement, bah voilà, le renouvellement, tu vas rappeler un an avant, quoi. Mhm. Et donc, finalement, ils enrichissent et ils préparent leur prospection pour les années futures. Alors, soit c'est eux, soit c'est leurs petits copains qui prendront leur place. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, un BDR reste 12 à 18 mois max. Après, il est cramé, quoi. Ok. Il veut faire autre chose. Ok. Ouais, donc en fait, donc ouais, voilà, ils ont chacun leur liste de comptes, alors pour être sûr de pas se marcher sur les pieds, on va dire. Ouais, Euh, donc, par contre, ce que tu dis, c'est qu'au final, maintenant, tu as une intervention du marketing qui vient filer un coup de main sur l'enrichissement des comptes, pour, on va dire, cibler les campagnes peut-être par thématique ou par industrie quand il y a des cas d'usage qui sont intéressantes et ça va permettre de faire des campagnes un petit peu plus, enfin, périodiques, qui sont mieux ciblées, quoi. exactement. L'idée, c'est on responsabilise les BDR pour qu'ils aient chacun leur centaine de comptes. Donc, quand ils déqualifient au fur et à mesure, parce qu'une fois qu'ils ont détecté qu'il y avait un concurrent, bon, ben, ils le sortent et puis ils vont en récupérer un autre. Ok. Et puis, on met des actions un peu coup de poing. Je pense que c'est tous les 3 mois. On se met un mois où c'est le marketing qui décide. Est-ce qu'on fait une attaque géographique en prenant plusieurs clients qui sont dans cette géographie, qui sont des beaux noms, et puis on essaye de faire des campagnes spécialisées. Donc, du coup, il y a du mass mailing qui arrive aussi d'un côté, mais eux font leur code call comme d'hab, quoi, sur ces cibles-là en parallèle. Ce qui fait que le mail, il a été vu ou pas vu. S'il a été vu, tant mieux, il y a peut-être eu un peu d'awareness. S'il n'a pas été vu, c'est pas grave, ils déroulent leur accroche comme d'hab. Voilà. Ok, alors c'est marrant, j'avais donc du coup question par rapport au multi-dialing. Est-ce que ça arrive que tu aies deux personnes qui décrochent en même temps? Et est-ce que c'est pas au final aussi un risque de cramer les numéros trop vite? Dans le sens où effectivement si tu as le téléphone qui sonne, tu allais répondre mais on te raccroche au nez, ouais, tu risques de bloquer le numéro quoi. Enfin, tu vois. Ben, ça, c'était notre crainte, effectivement, au début. Et en réalité, donc on l'a fait progressivement. Hein. J'ai pas mis toute l'équipe dessus, effectivement, pour pas cramer tout le monde si c'était pas bon. J'avais mis mon team lead uniquement, et il l'a testé pendant un mois. Et il me dit, en fait, c'est magique. J'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont rappelé. Ok. Avec les gens, effectivement, de se faire raccrocher, finalement, ils rappellent. Alors, en fait, en temps normal, jamais ils se font rappeler, les BDR. Même si déjà, ils laissent pas de répondeur, enfin, de message sur le répondeur. Donc là, ils se font rappeler. Donc finalement, non, ça crame pas. Enfin, on n'a pas le sentiment que ça a cramé nos listes plus que ça, quoi. Ok. Pour l'instant, vous avez l'impression du coup effectivement que ça aide plutôt en termes de perf de pouvoir appeler. Enfin, vous avez plus de discussions du coup. On a plus de discussions et en fait, enfin, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que donc nos BDR ont des objectifs. Enfin, l'équipe a des objectifs de l'opportunité à lever, bien sûr. Mais en réalité, le BDR qui fait de la prospection, le matin quand il se lève, vous me direz, c'est comme les markets.
Il ne sait pas combien d'opportunités il va faire dans la journée. Mm. Et en réalité, sa seule action en tant que BDR sur lequel il a un vrai contrôle, c'est combien d'appels il va faire dans la journée. C'est le seul truc qu'il peut faire. Parce que s'il fait pas d'appels, bon, bah, de toute façon, il y aura rien. Et donc, s'il fait pas ses volumes, bah, il aura, après, c'est que des stats. Il aura moins de calls connectés, il aura moins de probabilité d'avoir des premiers rendez-vous et il aura moins d'opportunités à la fin. Et à chaque fois qu'on regarde ceux qui ont des stats qui baissent sur le nombre d'opportunités, bah, quand on remonte le funnel, bah, on voit qu'en fait, il y a une grosse chute d'activité sur le calling. Enfin, c'est un peu mécanique. Donc finalement, les outiller avec un outil qui leur permet de faire plus d'appels en moins de temps, bah, ça leur permet aussi d'avoir dans leur journée plus de temps pour faire soit du mapping. Et on a aussi un autre outil que j'ai oublié de citer qui s'appelle Human Linker, qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, pour tester également des séquences mail et LinkedIn Ok. en parallèle. Mais ils ont quand même pour mission principale de faire du call calling. Ok, j'allais dire, c'est ce que tu vas suivre du coup dans. Alors, c'est ma question suivante, en fait, c'était par rapport au KPI. Du coup, mais tu l'as déjà un petit peu dit. Au final, tu as le nombre de calls que tu vas suivre. Tu as parlé de connected. C'est quoi du coup les KPI que tu suis toi sur la partie outbound du coup? Ouais, bah, donc du coup, bah, tu as le nombre de calls, tu as le nombre de calls connectés, tu as le nombre de rendez-vous, le nombre de MQL, et à la fin, le revenu généré par ce canal. Chez nous, les BDR en prospection, c'est entre 20 et 25% du revenu qui est généré par ce canal. Ok. 20-25% du revenu qui est généré par l'outbound? Par l'outbound, ouais. Ouais, ok. Ok. Ouais, donc nombre de. Ouais, on le voit par les KPI, parce que toi, au final, c'est ça aussi qui est intéressant avec cette équipe et de l'avoir entièrement, c'est que tu vas assez loin au final dans le process. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu m'as mis le nombre de rendez-vous avant le nombre de MQL. Et c'est là que c'est intéressant, c'est ce qu'on voit aussi dans ton process, c'est qu'au final, c'est ce que tu disais, c'est pour ça que tu as quasiment 90% d'opportunités acceptées, quoi. C'est que le MQL, en fait, vous le mettez après le premier rendez-vous, quoi. Ouais, et après même plusieurs rendez-vous. Donc finalement, c'est limite des SQL qu'on envoie. Ouais, Sauf que le sales, ça n'a pas vraiment qualifié. Enfin, à moins qu'on dise que le BDR, c'est le sales. Mais ouais. finalement, oui, ça revient à dire que ce serait du SQL. Ok. Tout à fait. Ok. Ouais, c'est vachement intéressant. Et, et finalement, ça pose aussi des questions, mine de rien, en termes de management, parce que tu as dit, du coup, les BDR, ils sont cramés 12-18 mois, parce que le cold call, c'est quand même une activité, mine de rien, qui est prenante et puis qui est dure. On les critique souvent, les commerciaux, on rigole avec ça quand on est au market, mais se faire raccrocher au nez toute la journée, c'est quand même pas cool. Euh, Comment tu te retrouves avec des profils qui sont plutôt destinés à des carrières commerciales? Euh, Comment est-ce que tu gères ça? J'allais dire, à la fois, ça t'amène des challenges particuliers en termes de management, de construction de carrière, de compétences à amener. C'est quoi la trajectoire du coup, la trajectoire de carrière d'un BDR qui est dans l'équipe market? Et puis, comment est-ce que toi, du coup, tu t'assures qu'ils aient aussi, mine de rien, l'apport de formation, de compétences, de montée en compétences qui soit opportune à cette trajectoire-là, pertinence, je veux dire. Alors, une des raisons aussi pourquoi les BDR, j'ai décidé de les avoir au market, je m'étais dit, si les BDR vont dans l'équipe commerciale, pour moi, il y a deux biais. Il y avait un biais, les BDR qui, effectivement, beaucoup veulent devenir commerciaux, aller demander des conseils aux sales pour faire de la prospection, mais eux-mêmes n'en ayant jamais fait, bon, ça n'allait pas être super utile. Donc, il allait avoir un mauvais biais. Et le deuxième, c'est que j'ai vu dans beaucoup de sociétés où finalement les BDR sont un peu les petites mains des sales. Et ils sont pas super bien traités. Hmm. Euh, et je trouve pas ça faire, alors que finalement, quasiment tout le business de la boîte passe entre leurs mains. Ils ont beau être des juniors, la plupart du temps, c'est eux qui vont faire les premiers points de contact avec nos targets, quoi. Donc, Hmm. en fait, enfin voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, pour répondre à ta question sur comment les manager, bah, donc, dans l'équipe marketing, donc, vous avez compris, deux équipes, l'équipe BDR, et donc l'équipe BDR, c'est la seule qui a un plan de com. Ok. Plan de com qui est très important pour l'animation de cette équipe. Parce que, bah, comme on le sait, le job est très, très dur, très ingrat. Et donc, avec ce plan de com, on a fait un plan de com un peu matriciel, mais très simple, parce que il faut que ce soit simple pour qu'il passe pas sa journée à réfléchir combien il va toucher. Il faut que d'un coup d'œil, il le sache. C'est ce qui va le motiver. Finalement, en fonction de la taille de la boîte, enfin, l'opportunité qu'il lève, en fonction de la taille de la boîte et de la source,
Est-ce que ça vient du site? Est-ce que ça vient d'un partenaire? Est-ce que ça vient d'un event? Est-ce que ça vient d'un call calling pur? Mhm. Il peut toucher entre 30 et 500 euros. Ok. Donc ça, déjà, c'est quand même assez motivant. Et puis, il n'a pas de limite. Il peut en faire autant qu'il veut. On a mis en place aussi un système de passation du ownership très, euh, qui est très net finalement entre le market et le sales. Et je pense que ça, c'est important. C'est ce qui permet de pas avoir certaines discussions où finalement le BDR est responsable de son opportunité. Donc c'est lui qui l'a créé dans le CRM au premier niveau. C'est lui qui va mettre le rendez-vous au sales. Il va venir au rendez-vous avec le sales. Il va introduire. Et à la fin du meeting, le sales doit se positionner. Est-ce que oui ou non, il organise une démo? Est-ce qu'il fait quelque chose d'autre ou pas? Mhm. Parce que finalement, s'il décide d'engager de l'argent de la société pour aller faire une démo ou pour faire d'autres choses, ça veut dire que l'opportunité est bonne. Ouais. En revanche, si elle n'est pas bonne, le sales il repart avec son opportunité, BDR repart avec son opportunité, et puis à son manager de voir pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé, qu'est-ce qui a manqué, est-ce qu'il faut la retravailler, est-ce qu'il faut mapper mieux le compte, est-ce qu'il faut parler avec d'autres personnes, ou est-ce que juste c'était pas bon. Et c'est important parce que ça permet que le sales du coup s'engage aussi, donc il peut pas prendre toutes les opportunités de son petit copain avec qui il est super pote, parce qu'après lui il va être challengé sur son taux de closing. Ouais. Donc ça permet vraiment de responsabiliser. Et puis, une fois que c'est accepté par le sales, ça déclenche automatiquement la prime pour le BDR. Ok. Donc, voilà, je pensais que c'était important de parler de ça parce que ça permet de bien comprendre comment la mécanique s'opère et à quel moment il y a un transfert de ownership. Oui, le transfert de responsabilité qui, au final, permet d'éviter les conflits parce que à partir du moment où le sales a accepté, le BDR, bon, je vais pas dire il est plus responsable. Parce qu'au final, c'est aussi ça, une des sources de conflit, parce que tu dis que le market, le market, il a pas de plan de com. Mais c'est vrai que des fois, tu vois que les marketeurs, tu peux être soit, incentivé sur le volume de MQL, soit carrément sur les deals closés. Sauf que tu as quand même un passage de responsabilité au moment où, effectivement, ton MQL, quand tu l'as passé au sales, au marketing, tu peux aider le sales à amener au bout de l'opportunité, mais tu n'es quand même pas responsable du taux de closing. Enfin, pas à 100%, c'est-à-dire ça dépend de la qualité Ah du oui, deal. non, je suis d'accord. C'est de là que peuvent venir les conflits, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que, chez nous, les cycles de vente sont aussi longs. C'est Mhm. entre 6 et 12 mois. Donc, je sais qu'il y a des sociétés qui incentivent leur BDR ou leur SDR sur le closing. Moi, je pense que oui, c'est intéressant si c'est un taux de closing d'un mois. Enfin, si ton cycle de vente dure un Mhm. mois. Mais quand il dure 6 ou 12 mois, effectivement, là, en fait, ton opportunité, elle est lâchée dans la nature. C'est le sales qui va tout gérer. Tu n'as aucun impact en tant que Ouais, BDR. Donc, il vaut mieux pour être motivé, il faut qu'ils puissent rapidement voir que le fruit de leur ça travail tombe, ouais. Mhm. paye. Et après, pour les évolutions, on a, finalement, le BDR, oui, il peut passer commercial. Ça n'empêche pas. Alors pour faciliter ça, chaque BDR a le droit de suivre, je crois que c'est une opportunité par mois. Enfin, il décide une opportunité qu'il a levée, il peut prévenir son sales qu'il veut faire partie de l'ensemble du process. D'accord. Et donc il est invité à chaque échange que le commercial a avec ce client, avec ce prospect, pardon, pour justement monter en compétence, voir comment ça se passe. Alors lui, il dit rien, mais il est en shadowing et il écoute. Donc il y a ça. Donc du coup, ça peut donner une impétence de devenir sales ou pas, parce qu'après, il y Mhm. en a beaucoup aussi qui se font des films sur le métier et en fait, ils se rendent compte que c'est plus compliqué ou ça les intéresse pas tant que ça. Et il y en a d'autres qui peuvent passer AM, donc account manager. Donc, euh, moi, je pense qu'un BDR qui passe AM, c'est aussi un bon move parce que finalement, lui, il a la compétence de faire de la prospection, même si c'est sur une base installée. Je pense qu'il sera plus à l'aise pour faire du mapping de comptes parce qu'il sait le faire et d'aller peut-être stimuler des comptes qui viennent pas spontanément de voir, au lieu d'être dans l'attente, parce que généralement les AM ont aussi beaucoup d'entrants, ils pourraient eux-mêmes cibler, tiens, ces comptes-là pourraient être super intéressants, pourquoi on ne les a pas développés et être moteur dessus. Donc il y a vers AM, il y a vers CSM aussi, pour ceux qui finalement aiment un peu moins le conflit et aimeraient plutôt être dans l'accompagnement, dans l'onboarding, etc. Et puis, ça pourrait être aussi vers des postes de market pur. S'il y en a qui ont des belles plumes et qui aimeraient bien faire du contenu ou qui finalement
aime bien la data. Ça peut être aussi des choses, enfin, ça peut être aussi les carrières vers lesquelles ils pourraient se tourner. Ok. Ouais, donc au final, tu les envoies, tu les envoies un peu dans tous les services, entre Et guillemets. il y en a une dernière. Attends, excuse-moi, il y en a une dernière. Vas-y, Il y vas-y. a aussi que le BDR, il peut évoluer sur sa ligne. En fait, il peut devenir senior BDR et il peut Ouais. devenir team lead. Ouais. Ok. Et c'est important, enfin, je trouve que c'est très important d'expliquer au BDR que le compte exécutif, c'est pas, Pas la enfin, suite c'est logique. pas le bout du tunnel, quoi. En fait, il peut faire plein d'autres choses. Et comme ils savent pas, parce que souvent c'est des jeunes, et ils pensent qu'il faut être absolument sales, ben en fait non. Moi, je les invite à parler avec tous les départements pour justement découvrir tous les métiers et se dire, bah tiens, oui, effectivement, il y a peut-être d'autres choses intéressantes. Ouais. Bah, c'est sûr que si tu arrives à en récupérer un du côté du contenu, ça peut être super intéressant parce que tu as été au contact des problématiques, des objections, des questions, un peu tout le temps, quoi. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, pour chaque département, tu peux trouver une plus-value à ce que déjà tu as quelqu'un qui connaît bien le discours de la boîte, parce que forcément, c'était son job en tant que BDR, Mmh. et qui du coup va pouvoir apporter des choses dans ce nouveau service, aussi bien au market que un CSM ou un AM ou un sales. OK, très cool. Écoute, c'est super intéressant. Tu vois, c'est marrant cette construction parce que je repense, je crois qu'on en avait parlé, tous les 2, mais j'avais lu le bouquin, de la CMO de Cognisme, qui expliquait que en fait, elle avait créé, elle, carrément un poste de donc MDR, elle appelle ça, c'était marketing, c'est représentatif, je sais plus quoi là, où en fait, c'était la progression entre le BDR qui était au sales et qui faisait du cold Mhm. call, qui au final passait derrière dans l'équipe market pour traiter les leads entrants, donc faire du warm. On va dire c'est un peu la récompense une fois que tu étais fatigué de faire du call, tu faisais du warm call, et qui après pouvait repasser à compte exécutif dans l'équipe commerciale. Et c'était presque vu que du coup ils avaient construit ça comme une progression de carrière au final dans leur service. Bon, toi au final, du coup, tu as les BDR, et enfin tu as les deux postes au final, BDR, SDR qui sont dans ton équipe. Et puis après, effectivement, voilà, c'est je trouve ça intéressant de montrer que la carrière, au final, c'est pas forcément juste progresser dans ton échelon, mais ça peut passer dans tous les services, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais. Je me suis perdu tout seul, excusez-moi. Très cool. En tout cas, merci du coup pour ce retour d'expérience, Alexandre. Si tu devais résumer, enfin, j'allais dire retenir un conseil pour justement, effectivement, parce que c'était un petit peu la problématique de base, comment est-ce qu'on peut récupérer, intégrer ces équipes-là ou ces fonctions-là dans l'équipe market. C'est quoi pour toi un petit peu le conseil clé le conseil de la réussite comme s'il y en avait un, mais le truc que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit? Je pense que d'y aller progressivement, c'est bien. De commencer par avoir une personne chez soi, enfin, une ou une équipe, qui déjà traite les leads entrants. Je pense que déjà, c'est game changer sur la qualité, enfin, sur le taux de conversion qu'on aura des leads générés par le site. Parce que l'avantage que la personne soit chez moi, bah, autant dire que toutes les personnes qui s'inscrivent sur le site sont appelées dans les 10 minutes, quoi. Enfin, Ouais, là, il n'est pas en train de faire autre chose avec un sales ou je sais pas quoi. Il doit dégainer le téléphone direct pour appeler dès que quelqu'un s'inscrit sur le site. Donc ça, c'est ultra important. Euh, et après, récupérer le cold calling, c'est quand même un autre métier. Donc faut sentir l'appétence. Faut y voir déjà l'intérêt et sentir l'appétence. Euh, Faut pas avoir peur de mettre en place des formations, parce que le cold calling, ça s'invente pas. Si vous avez en plus des sales qui font pas de cold calling, ça s'invente pas. Donc de toute façon, qu'il aille chez les sales ou qu'il aille chez vous, c'est à peu près la même chose. Euh, et puis c'est vrai il faut pas avoir peur de mettre en place une animation un peu commerciale où on met en place aussi des challenges. Il y a des choses à gagner. Voilà. Mais il faut pas oublier que leur job est très rébarbatif, hein. Toute la journée, ils s'assoient et ils composent des numéros pour espérer parler à quelqu'un et espérer que la personne lui dise OK. Donc c'est quand même très frustrant comme job. Donc si on arrive à un petit peu animer ça, c'est pas mal. ok. Ouais, effectivement, c'est des enjeux particuliers qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, en tout cas au market, dans la compréhension. Mais bon, j'allais dire l'empathie et la compréhension des problématiques des autres, ça va un peu notre métier. Tout à fait. Ok, bah, très cool. Écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Alexandre. C'était super intéressant.